Allez. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Romain, je suis directeur général et cofondateur de la Brigade de Véro. Du coup, la Brigade de Véro, c'est une histoire qu'on a commencée il y a 7 ans avec Véro, comme son nom l'indique, comme vous l'avez vu très brièvement. En fait, Véro, elle voulait perdre du poids. Et elle a cherché un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Elle a vu des boîtes des régimes un peu industriels, on va dire. Ça lui a pas plu. Elle s'est dit, elle qui est belge, elle s'est dit, ok, au pays de la gastronomie, en France, c'est pas normal que je puisse pas faire un régime et manger des bons petits plats. Donc elle l'a fait elle-même. Et elle a commencé à faire son régime. Elle a perdu du poids, son mari aussi. Et en fait, ses copines ont commencé à lui demander qu'est-ce que tu as fait, Véro, et elle a commencé à cuisiner pour ses copines. Et c'est à ce moment-là où son fils et puis moi, on s'est dit pourquoi pas en faire un business et vraiment élargir la clientèle et vendre ça sur Internet. Donc Véro, elle nous a dit vendre sur Internet, vous êtes complètement fou, on achète des billets d'avion sur Internet, pas de la nourriture. Et en fait, ça a bien pris puisque petit à petit on a commencé à cuisiner nous-mêmes, à livrer nous-mêmes et en fait on a eu de plus en plus de clients, on s'est fait un peu dépasser par les événements et on a ouvert la livraison nationale grâce à Chronopost, enfin Chronofresh, 1 an après. Et la boîte a explosé puisqu'on est passé de 65 000 € de chiffre d'affaires la première année à 750 000 la deuxième, puis 1,5 million, puis 3 millions, etc. etc. Et les bons problèmes ont commencé à arriver quand on a commencé à être plus nombreux. Voilà, du coup je voulais juste vous montrer, mais bon je sais pas, j'ose pas toucher, je voulais juste vous montrer une petite vidéo qui vous montre ce qu'on fait. Donc ouais, bon déjà avec des photos ça sera déjà plus parlant. Donc en fait, pour répondre à la demande, en 2021, enfin un peu pendant le Covid, on s'est dit ok, il faut qu'on construise notre cuisine, il nous faut un labo parce qu'on passait de traiteur en traiteur et on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Alors moi, mes études c'est STAPS, j'ai fait fac de sport. Après j'ai fait de la communication, donc monter une cuisine industrielle entre guillemets, c'était pas du tout dans mes compétences de base. Véro elle a un CAP cuisine, mais bon voilà. Mais on s'est dit on va le faire. Et donc du coup on a monté notre labo et en mai 2021, les problèmes ont commencé puisqu'on a eu notre premier vrai labo, 2500 m², enfin une usine toute neuve, avec des process très innovants puisqu'en fait au lieu de faire du pasteurisé ou de l'apertisé, on fait du plat frais qui doit tenir pour la semaine livré partout en France. Et donc sans conservateur, sans rien, donc il nous faut des process hyper carrés pour respecter l'hygiène, pour que les plats ils soient bons 10 jours après qu'on les ait produits. Et donc, on a investi dans des cellules de refroidissement, dans une salle blanche, un peu comme un hôpital. C'est ce que vous voyez là. Donc, une fois qu'on a cuisiné, derrière, les préparations sont refroidies très vite pour éviter le développement bactériaux. Et ensuite, sont mis en conditionnement dans une salle blanche. Donc, les brigadiers sont en mode salle d'opération pour essayer de pas contaminer le produit avec du coup de l'air filtré. Bon, c'est la vidéo que je voulais vous montrer, mais tant pis. Et voilà, donc c'est des process et beaucoup de complexité pour arriver à délivrer plusieurs dizaines de milliers de plats par semaine, puisque maintenant on fait 50 000 repas par semaine qu'on livre partout en France et en Belgique. Donc la vie est belge? Non, enfin si, mais difficile. Donc voilà, donc on a tout simplement essayer de suivre des conseils. On a commencé par faire un travail un peu en série. Si tu peux passer peut-être à la prochaine slide. Ouais, nickel, parfait, c'est ça. Alors je voulais vous montrer un écran noir. Alors j'ai essayé de schématiser un petit peu ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Mais pour vous l'expliquer, en fait avant, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on travaille des produits bruts. Beaucoup de produits bruts. Donc on a une première salle où on va préparer les ingrédients, découper les légumes, plaquer les poissons, assaisonner la viande, etc. Ensuite ça va partir en cuisine avec des cuisiniers qui vont réaliser toutes les préparations. Puis ça va passer en conditionnement comme vous le voyez là. Donc là c'est la préparation des ingrédients. Donc là Mathieu qui nettoie, découpe du céleri rave et ensuite la cuisine puis le conditionnement pour arriver à des produits avec des barquettes individuelles finies à la fin
Ouais, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, le concept, pardon, c'est que c'est une box régime qui est livrée chez vous chaque semaine. Donc en fait, vous avez toute votre alimentation pour la semaine qui est équilibrée selon le régime alimentaire que vous choisissez, avec un objectif soit de perte de poids, de bien-être, d'amélioration de digestion, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et donc du coup, on livre toute l'alimentation pour la semaine. Donc on avait à la base une équipe qui préparait les ingrédients, donc l'équipe de Mathieu, une équipe qui cuisinait, et une équipe qui conditionnait. Et en fait, on avait de gros problèmes en fonctionnant comme ça, parce qu'en fait, chaque personne était très expert de son métier, c'est-à-dire les cuisiniers étaient très experts de la cuisine, ceux qui conditionnaient étaient très experts et réalisaient très bien le geste. Le problème, c'était la communication entre les équipes, la variabilité des flux, enfin il y avait beaucoup de choses, bon maintenant je l'explique comme ça, mais à l'époque je disais juste c'est le bordel, il y a des marchandises partout dans le labo, je ne sais pas qui doit prendre cette échelle, je ne sais pas si cette échelle est pour cette préparation ou pour celle-là, c'était le bordel, même si on essayait de mettre des fiches techniques. Donc ça c'est les petits schémas que j'avais fait, je ne sais pas si tu peux essayer de repasser Christophe pour que ce soit plus clair, mais sinon tant pis. Et du coup, moi, j'avais une conviction, en fait, c'était plusieurs choses. C'était déjà que c'était... déjà, c'était un peu le bordel, et ensuite... Ah, ben voilà, reste là. Ah, voilà, reste là. La vidéo, elle ne marchera pas, ça sert à rien. Donc, voilà, on était organisé en 4 salles. Une salle de préparation des ingrédients, une salle cuisine, une salle conditionnement, une salle logistique. Et en fait, le problème dans cette organisation... c'est que ceux qui étaient en préparation des ingrédients, quand ils ont 200 kg de carottes à faire dans la journée, il y a peut-être 50 kg de carottes en rondelles, 50 kg de carottes en cubes pour une bolognaise, etc., etc. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir le plus vite possible leurs carottes. Quitte à, limite, envoyer tout en rondelles. Et ils ne savent pas pourquoi ils le font, donc ils n'ont pas vraiment de sens à pourquoi ils font ça. Et du coup, on ne travaille plus du tout en pièce par pièce. On envoie le flux, donc flux poussé, pour ceux à qui ça parle, on envoie tout le flux à la cuisine, qui en fait, on n'a rien à foutre des carottes en rondelles, tout ce qu'elle veut, c'est d'avoir les carottes en cubes là pour sa bolognaise. Et elle veut sa viande hachée. Donc, en fait, on poussait tout le flux, donc on se retrouvait avec une quantité d'ingrédients énorme ici, avec seulement peut-être un tiers qui était utilisé pour la préparation. Du coup, en conditionnement, on avait des gens qui attendaient parce qu'il y avait du retard, parce que les recettes n'avançaient pas une par une. Du coup, on avait acheté des super lignes super performantes qui n'étaient pas utilisées. Et ensuite, à la fin, en logistique, ils n'avaient toujours pas les barquettes pour constituer toute une commande complète. Et du coup, le camion qui devait partir à Rungis, parce qu'on envoie une grosse partie à Rungis pour toute la France et la Belgique, eh bien, il attendait et il arrivait en retard. Donc, moi, il y avait deux choses qui m'embêtaient dans ce système, c'est tout ce flux d'informations, de fiches techniques à se passer pour reconnaître quel ingrédient est lequel, pour quelle recette, etc., d'avoir des équipes qui attendent, et surtout, moi, ce qui m'embêtait, c'est que je me disais, parce que je suis quand même, quand on s'est rencontrés, j'étais très terrain, je faisais beaucoup les métiers, moi, être ici, à 4 degrés, pendant 8 heures, à mettre 100 grammes de riz dans une barquette, je trouvais ça un peu inhumain et très difficile à réaliser. Et donc, ça me faisait chier de demander ça au brigadier. Et je me disais, comment on peut faire pour que ces gens-là, ils arrêtent d'être juste des poseurs de riz, juste des poseurs de sauce tomate, et voilà, juste être bloqués dans une action. C'est obligé que ce soit l'être humain qui le fasse ? Alors, oui, en grande majorité, parce qu'en fait, chez nous, on cuisine plus de 40 références de repas par jour. En fait, on a beaucoup de variétés dans la proposition, du coup, ce qui fait qu'on n'a pas 10 000 plats sur une ligne qui va tourner pendant 6 heures et qui peut du coup s'automatiser avec des doseuses, avec des machines. Donc, on a développé vraiment, le but c'est de développer l'agilité, de pouvoir changer les recettes très rapidement pour en fait, être le plus agile et pouvoir avoir une gamme de produits la plus large possible, ce qui fait aussi notre succès aujourd'hui sur le marché. Donc évidemment, en plus nos recettes changent toutes les semaines, parce que du coup, vu qu'on donne l'alimentation complète des gens chaque semaine, on ne peut pas leur resservir toutes les semaines le même catalogue de recettes. Donc ça fait qu'on ne peut pas vraiment automatiser tout ce qu'on fait et qu'on a besoin des gens. Donc ce qu'on a fait, si tu arrives à passer à la slide suivante, désolé je ne suis pas designer, mais j'ai essayé de faire un truc assez sympa. Donc c'est qu'en fait, on a dit, ok,
maintenant, à partir d'aujourd'hui, alors c'est un déclic qui m'est venu, parce qu'au début, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai rencontré Christophe, je fais l'erreur que beaucoup de gens font, j'ai vu le Lean comme une boîte à outils. J'ai testé résolution de problèmes, j'ai testé bac rouge, j'ai testé sur des équipes différentes. Au final, je finissais avec des tableaux vides, pas de résolution, les gens ne comprenaient pas trop. Les problèmes, c'est bien, ils les résolvaient en équipe, mais derrière, ça ne faisait pas la jonction avec les autres équipes. C'était assez compliqué. Et en fait, moi, ce que je me suis dit dans le Lean, c'est que je voulais arriver à donner du sens aux équipiers et qui puissent comprendre, parce que moi, j'étais celui qui, qui a amené toutes les idées, qui a impulsé le truc, tout ça, et on me le reprochait souvent. Et donc, du coup, je me suis dit, comment on fait pour que ce soit eux qui prennent les problèmes à cœur et qui fassent que l'entreprise, elle évolue. Et je me suis dit, j'ai pris le directeur des opérations avec moi, j'ai dit, écoute, Nico, j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'en fait, une équipe, au lieu d'être des cuisiniers, ce ne serait pas une équipe qui fait toute la référence, tout le plat, qui sort tout le plat de A à Z, pour qu'en fait, on ait à la fin le mec qui soit fier d'avoir sorti son produit et qui ne soit pas rattaché à une ligne toute la journée. Et donc on s'est dit, on a commencé à faire des petits calculs, combien ça donnerait de plats par équipe, du coup, etc., etc. Et on a essayé de viser, et on s'est dit, on va faire le test nous-mêmes, parce que les gens, quand on leur soumettait cette idée, c'était très bizarre, les cuisiniers, ah non, moi je suis un cuisinier, j'ai pas envie d'aller au conditionnement, c'est pas mon métier, c'est autre chose, et tous ils étaient un peu comme ça. Donc on s'est dit, si on prouve que cette façon de fonctionner avec des gens qui ne sont pas experts du métier, c'est-à-dire moi, le directeur général, je ne suis pas expert de la cuisine, le directeur des opérations, un intérimaire lambda et on avait pris un acheteur. Si on arrive à prouver qu'on a la même productivité qu'en faisant une petite brigade qui arrive à faire le plat de A à Z et qu'en plus on arrive à prendre un des brigadiers qui est soi-disant un petit peu un boulet dans les équipes, c'est comme ça qu'on l'a fait, hein, je vous le dis, et que lui, il aime travailler de cette façon-là, alors on aura peut-être prouvé quelque chose. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a commencé à 3h du matin, hein, parce que la prod, elle commence à 5 ou 6h chez nous. On s'est dit, on va emmerder personne, on le fait avant, c'est invisible. Et donc, on a commencé la prod, et on a fini, on a eu une productivité qui était bien supérieure en respectant les temps de pause, tout ça. Et en fait, le meilleur truc qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la journée, le salarié, le brigadier, nous a dit du coup, on refait ça demain. C'est comme ça qu'on va travailler maintenant. Mais en mode positif, il avait envie. Et on s'est dit, ok, là, il y a un truc. Et nous, on s'était régalé en plus. C'était trop bien, on a vu tous les métiers. Notre carotte en rondelle au début, je sais pourquoi elle est en rondelle à la fin, parce qu'elle va dans ce plat-là. Voilà, j'ai du sens. Et du coup, on en a parlé. C'est lui, au final, qui en a parlé aux autres. Et les autres qui sont venus nous voir pour nous dire, ok, le truc, est-ce qu'on peut le tester, nous aussi, etc. Et c'est comme ça que ça a pris. Et du coup, maintenant, on est sur une organisation totalement différente qui veut que la Véro, qui est ici aux ingrédients, en fin de journée, elle est ici au conditionnement pour que les carottes qu'elle a coupées au début, elle les mette dans la barquette à la fin et dans la bonne barquette. Et du coup, ce que ça a créé aussi, c'est que, du coup, avant, quand on créait 40 recettes, les cuisiniers passaient à travers 40 recettes, les préparateurs d'ingrédients ils passaient à travers 40 recettes, et les conditionneurs aussi. En fait, le fait d'avoir créé des équipes qui font que, en gros, 6 recettes, c'est que ça a donné que chacun est fier d'avoir sorti le produit complet à la fin. Et du coup, si j'arrive à passer, si moi j'ai pas la main malchanceuse, ça a donné ça. En fait, du coup, on a focus le truc vraiment sens et qualité au tout début. L'objectif, c'était pas du tout la productivité, c'était vraiment de rehausser la qualité, de donner du sens aux équipes pour que les plats arrêtent d'avoir de l'irrégularité et qu'on sorte vraiment ce qu'on a envie de sortir. On le voit peut-être pas très bien, mais du coup, ce qu'on a mis en place suite à ça, c'est qu'en fait, on a mis un tableau dans la cuisine, dans l'espace où tout le monde passe tous les jours, où à chaque premier jour de production, parce qu'on a 4 productions par semaine, chaque premier jour de production, toutes les équipes, donc l'équipe complète, se retrouve à la fin de sa production et vient déguster tous les plats qu'elle a sortis avec le chef d'équipe, avec le chef de production, et souvent avec un des dirigeants de l'entreprise même, parce qu'aujourd'hui on est 75 dans l'entreprise, donc c'est encore réalisable. Et du coup, elle vient donner les appréciations
et discuter avec le chef de production de la recette. C'est-à-dire que ça crée des moments d'échange et d'apprentissage, puisqu'en fait la personne va se dire « Ok, ah là mon plat il est trop épicé, là ma cuisson elle est pas bonne, etc. » Ils vont créer un échange avec le chef de production qui va dire « Ah ben j'avais mis 2 grammes de curry dans cette recette, est-ce que tu penses qu'il faut en mettre moins? Oui, ok, on réajuste. » Et du coup, on a créé quelque chose pour réajuster dès le lendemain et surtout pour les recettes à venir, parce qu'en fait nous on ne fait pas toutes les tests de recettes en amont de la production. En fait, c'est plutôt des déclinaisons. Donc, enfin, bref, mais en gros, on ne peut pas tester tout en amont. Donc, on a pris le parti de tester après la première production et du coup de créer ces moments d'échange. Et en fait, donc, ils essayent de voir si eux, ça leur convient, si ils auraient changé des choses. Donc, leur avis est pris en compte et ils remontent des éléments directement après leur journée de production. Et en plus de ça, la force chez nous, c'est qu'on est direct consommateur. Donc en fait, tous les clients chez nous notent les plats chaque semaine. On envoie un questionnaire et on a à peu près 450-500 personnes par semaine qui notent tous les plats qu'ils ont reçus la semaine. Et donc ce qui fait que les équipes, elles estiment quelles notes elles vont avoir, c'est sur 5. Donc en général, on a des notes entre 4 et 5. Et 2 semaines après, on vient comparer les résultats, ce que les clients leur ont donné comme note, les commentaires des clients et ce qu'eux ils avaient dit, pour réajuster encore et créer des moments d'échange sur les avis clients en plus. Et voilà du coup comment on a focus toute notre production et nos brigadiers sur la qualité et du coup qui ensuite a engendré beaucoup de choses comme une très grosse hausse de productivité. On est passé de 15 €, donc 1,50 € par plat en masse salariale de production à 1,20 € environ, ce qui est énorme. On a surtout produit beaucoup plus de barquettes, puisque en 2023, on faisait 8 millions d'euros. Cette année, on va en faire 16. Donc, on a fait 2 fois plus de barquettes cette année. Donc, cette méthode a été mise en place en fin 2023. Et on va clôturer l'année avec 2 fois plus sans avoir fait aucun investissement matériel. En fait, pour réaliser ce chiffre de à peu près 50 000 barquettes par semaine, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, j'avais évalué à peu près 250 300 000 € d'investissement matériel, un peu plus de four, et en fait, au final, on n'a absolument rien investi parce qu'on a mieux utilisé nos machines, le flux plus lissé, donc des machines optimisées, beaucoup moins de bordel dans le labo puisque chaque équipe suit son flux. Donc on n'a plus d'échelle en attente en plein milieu. Donc l'espace est suffisant alors qu'on me disait il va falloir agrandir le labo dans 1 ou 2 ans, c'est sûr qu'on agrandit le labo. Donc une capacité de production aussi pour l'avenir bien plus optimale. J'ai une question. Il y a 2 ans, quand je vous ai rencontré, un des sujets c'était la boîte de ici. J'ai du mal à tout gérer moi tout seul et j'aimerais que les gens fassent pas de plus d'initiatives. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont plus la main? Alors oui et non, parce que c'est pas parfait. Alors oui, dans le sens où ils sont beaucoup plus partie prenante de la qualité en tout cas, c'est-à-dire que maintenant ils discutent toujours de la qualité, de leur façon de produire. En fait avant on essayait de mettre des processus en place, de dire vous allez cuire cet ingrédient de cette façon, on essayait de structurer au maximum et en fait on leur a laissé plus de liberté créative et on leur a donné l'intention finale, c'est-à-dire le plat à la fin il doit être ça, vous devez avoir un filet de poulet qui est grillé avec des courgettes vapeur, avec une sauce moutarde. Vous avez les ingrédients, vous avez un petit détail de comment à peu près il faut faire. Et en fait, ils ont créé petit à petit leur standard eux-mêmes et ils peaufinent leur fiche technique à chaque fois qu'ils font ça. Et du coup, ils font leur process et ils créent leur process avec le chef de production. Donc, dans ce sens-là, oui, clairement, au lieu d'avoir des managers ou un chef de prod qui dit vous allez le faire comme ça, maintenant c'est les équipiers et les chefs d'équipe du coup qui créent ça et ça vient d'eux en fait. Par contre, sur le management, en fait, on a travaillé beaucoup de en bas en fait. Sur le management plus, comment dire, le grand management, les cerveaux comme on les voyait sur une diapo tout à l'heure. Là, par contre, c'est vrai que on est encore sur besoin de, mais bon, on est sur le lean depuis 1 an, hein, donc on peut pas tout faire en même temps. Mais on est encore sur beaucoup de, ça doit venir d'en haut. Et on a fait d'abord ce travail en fait sur notre production.
pour ensuite potentiellement le mettre sur le côté marketing, finance, etc., etc. Mais donc en tout cas, oui, sur le produit. Après, aujourd'hui, on n'est pas encore sur des outils vraiment comme des tableaux 5 colonnes, etc., etc. Mais en tout cas, l'intention est là, quoi. Ils font vraiment ça, même s'ils n'utilisent pas des outils bien faits pour... voilà. Dans ta présentation, tu as le rôle du team leader. Chez toi, ça veut dire quoi? Tu as un team leader, des team leaders? Alors oui, sauf que on est en cuisine, en restauration, donc chez eux, c'est des chefs de brigade. Donc le mot de team leader n'est pas vraiment connu, mais du coup on a instauré des chefs d'équipe par des plus petites équipes, donc on a fait des plus petits lots, des plus petites équipes. Donc avant on était sur des équipes de cuisine ou de conditionnement d'environ 12-13 personnes, maintenant on est sur des petites équipes de 7-8 personnes à peu près avec un chef d'équipe. Un assistant, un second qu'on appelle, puisque il y a des moments où il doit sortir de la production pour travailler d'autres choses. Il y a des moments aussi où il est en congé, etc., etc. Donc il y a deux chefs de proximité, on va dire. Le rôle du team leader aujourd'hui chez nous, il n'est pas encore 50-50 comme chez certaines personnes. On est plutôt sur de la restauration où ils aiment être dedans, faire. C'est encore quelque chose de difficile à mettre en place, mais je dirais qu'ils sont à peu près sur 10-20% maintenant où ils ne pratiquent pas, où ils accompagnent, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important chez nous, c'est qu'on a à peu près 20-25% de notre masse salariale de production, enfin de notre production qui est sur de l'intérim. On a beaucoup d'intérimaires parce qu'on a on a une grosse croissance, on a des flux, enfin des saisonnalités liées à l'activité. Typiquement, les bonnes résolutions le 1er janvier, ça explose. Le 15 août, entre le 15 juillet et le 15 août, il n'y a plus personne. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérimaires. Et avant, les intérimaires, ils restaient 1 ou 2 jours, ils n'en pouvaient plus. Maintenant, on les fidélise et on les CDIse parce qu'ils ont un accompagnement de proximité qui est beaucoup plus qualitatif, parce qu'ils ont un job aussi qui leur donne plus de sens. Et donc, du coup, on garde beaucoup plus nos éléments. On a beaucoup moins de turnover que l'année dernière. Je ne sais plus si c'était ça la question, mais... C'était ça. T'es chaud pour qu'on monte la vidéo, quoi? On peut essayer, mais je ne sais pas si ça va marcher. Parce que c'est sur le deuxième écran, là, ça va pas... ouais, mais en fait, tu n'as pas de réseau. Donc, en fait, je l'avais téléchargé. Ah, attends, on va peut-être l'avoir. Alors, c'était juste un extrait que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'était un reportage que France 5 est venu faire en début d'année sur nous. C'était juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble notre labo. De base, je voulais vous le faire au début de la présentation, mais au moins, vous pouvez voir. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de son. Je vais peut-être faire les commentaires. Parfait. Ah, si. Même si aujourd'hui ils produisent à grande échelle, Véro et son équipe ont voulu garder l'esprit d'une cuisine faite maison, sans ajout d'additifs ni de conservateurs. Un challenge pour ces novices de l'agroalimentaire qui ont dû faire appel à des experts. Afin que les plats restent frais pendant 14 jours, il a fallu faire de gros investissements. Comme cette salle de refroidissement rapide pour éviter la prolifération des bactéries. Ça doit descendre à moins de 10 degrés en 2 heures, moins de 2 heures. La zone risquée dans nos produits, c'est entre le moment où c'est cuit et où c'est mis dans la barquette. C'est là la zone dangereuse. Pour éviter toute contamination, ils ont investi comme les géants de l'industrie agroalimentaire. Leur fierté, c'est cette machine qui leur a coûté 300 000 €. C'est pas notre plus grande fierté, mais bon. D'habitude, elle est utilisée pour purifier l'air dans les salles d'opération. L'air filtré par la machine arrive dans cette salle de conditionnement via ces gaines micro-perforées, juste au-dessus des plats qui vont être mis sous vide. La meilleure présentation que je peux vous en faire, c'est comme une douche d'air propre. Vous voyez directement au-dessus des barquettes et puis faire en sorte que l'air ambiant autour des barquettes soit le plus propre possible. L'aventure familiale est devenue une success story. Cette année, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros et vise les 15 millions l'année prochaine. Voilà, c'était juste au début de la présentation pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait et que vous ayez une meilleure image. Mais voilà. Je ne sais pas si tu as des questions encore, Christophe, ou si on peut passer au... Ouais, j'en ai demandé. On peut passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Ouais. Ah oui. Ouais.
pour Agathe. Je voulais savoir quel était le rythme de vos équipes. Est-ce qu'il y a un moment jour, nuit, après-midi, matin? Comment ça se passe? Ouais. Alors en fait, chaque équipe a un créneau à peu près de 8 heures, puisqu'on est en 4 jours par semaine. Alors on change et on va passer en 5 jours par semaine là en janvier. Mais en gros, l'équipe du matin va commencer à 5 heures et va finir à 13 heures à peu près. Et en fait, on a un séquençage, c'est-à-dire que les premiers arrivent à 5 heures, la deuxième équipe va arriver à peu près à 7 heures, puis à 9 heures, puis à 11 heures. Et en fait, la première équipe va libérer la salle pour sortir juste les ingrédients dont elle a besoin pour ses préparations suivantes. Donc en fait, si justement il y a 500 kg de carottes à découper dans la journée, elle va en sortir que 150 parce qu'elle en a besoin que de 150 de suite. Et du coup, la logistique, à la fin, elle va avoir ses plats dont elle a besoin plus rapidement. Et en fait, on réduit le délai. Et voilà, c'est ça à peu près le rythme. Et pour répondre Vas-y, pardon, tu y vas Christophe. Pour répondre en termes de rythme, aujourd'hui on sort à peu près 1500 barquettes par heure au total, dans une journée, enfin par heure, alors qu'on en sortait à peu près 700-800 avant cette mise en place. Alors évidemment, il y a un peu plus de gens dans le labo puisqu'il y a plus de production. Mais voilà, sans investissement, on a grandement amélioré la capacité de prod. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'imagine que vous mangez vos plats. Est-ce que vous avez perdu des kilos depuis? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la grande différence avec beaucoup, c'est qu'on mange nos plats tous les jours. En fait, dans l'espace de restauration qu'il y a, en fait, toutes les barquettes qu'on a en surplus, parce qu'on a quand même du surplus, sont consommées tous les midis par tout le monde dans la brigade. Donc si c'est pas bon, on le sait avant le client. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non, je fais à peu près le même poids que quand j'ai commencé parce que je n'ai pas un objectif de perte de poids. Par contre, c'est clair que ça me simplifie grandement la vie. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'au début, on était vraiment axé perte de poids. On avait une cible, un peu cliché, mais 40-60 ans, féminin, qui veut perdre du poids. C'était notre cible, notre cœur de cible. Et au final, maintenant, 7 ans après, on a autant de gens entre 30-40 ans que 40-50 ans. On a 30% d'hommes, 70% de femmes. Et on a autant de gens qui viennent pour la facilité, la simplicité, que pour la perte de poids, puisque du coup, on a réussi à élargir la gamme en faisant ça. Et du coup, maintenant, on a des formules qui sont autant pour la perte de poids que pour juste bien manger au quotidien et simplifier la vie. Voilà. Comment vous avez géré pardon. Comment vous avez géré la croissance au niveau de vos fournisseurs en particulier et aussi côté ressources humaines en fait? Alors, je vais répondre d'abord aux ressources humaines. En fait, sur la partie production, on a essayé beaucoup de méthodes de recrutement différentes, mais vu que, alors à Montpellier pour le coup, parce que nous on est à Montpellier, il y a beaucoup d'emplois saisonniers, de restauration, bord de mer, etc. Et de l'industrie, mais bon, ce type de service et d'emploi, c'est peu commun. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un, voilà ce qu'on fait, ça va te convenir, etc., trouver le profil idéal. Donc en fait, on passe par, au final, de l'intérim. C'est-à-dire qu'on prend des intérimaires et ceux qui se plaisent, dont les équipes sont contents, en fait, on les CDI. Donc ça, c'est vraiment pour la partie recrutement-production, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et il y a beaucoup de promotions internes, justement, des personnes, par exemple Mathieu que vous voyez là, il a commencé à découper des légumes. Maintenant, c'est notre responsable, c'est un de nos responsables de production. Donc il y a une grosse promotion interne. J'ai commencé gérer la partie marketing digital, maintenant je suis directeur général. Bon, je suis un des cofondateurs, mais voilà, il y a beaucoup de promotion interne, après du recrutement externe. Et pour la partie fournisseur, ça n'a pas tant évolué en fait. Sur la partie légumes par exemple, on travaillait beaucoup avec des petits producteurs au début. Maintenant on travaille avec une association de producteurs, comme une coopérative en fait, qui nous fournit des produits qui sur certains produits nous garantissent la localité, enfin sur tous en fait, ils nous garantissent la provenance, et on a à peu près 60% de légumes qui viennent de 150 km de périmètre à peu près, et le reste qui est français. Sur la viande, on avait un petit boucher à l'époque, maintenant on a entre guillemets un gros boucher qui s'appelle Gouache, qui est dans les Pyrénées-Orientales et qui fait vraiment qu'il y a un cercle d'éleveurs autour de lui, donc on a vraiment à cœur de la qualité. Et on passe par des grossistes, comme pour ceux qui connaissent des Passions Froid, des fois Métro, etc., pour
la grande consommation, parce que vu qu'on a beaucoup de recettes différentes, on ne peut pas acheter il y a des ingrédients qu'on achète en palette parce qu'on sait qu'on les utilise énormément, mais d'autres, on a besoin de beaucoup de variétés et d'aller chercher chez des grossistes des petits produits comme je sais pas, des abricots secs par exemple. Si on a une recette avec ça, mais on ne va pas acheter des palettes de ça. Et puis on fonctionne vraiment à flux tendu aussi, on a 1 à 2 jours de stock en général dans les chambres froides. Donc voilà, ça c'est pareil, on s'est organisé beaucoup avec les fournisseurs pour être vraiment en flux tendu, en juste à temps avec eux, quoi. On s'est vraiment organisé avec eux pour pas avoir à construire des énormes stocks. Voilà. Question? Jean-Yves, ouais. Tu as parlé de ce qui s'est passé. C'est quoi le projet à venir? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Alors, dans les tuyaux, alors en termes d'ambition, nous, notre ambition, et c'est ça qui a fait qu'on a construit un grand labo, c'est qu'en fait, on veut justement qu'en France, les régimes apertisés soient remplacés par du frais, par des choses qui soient bonnes pour la santé. On est, je pense, les précurseurs là-dessus. Maintenant, il y a des nouvelles petites boîtes qui se montent et ça fait plaisir à voir. Voilà, un régime de base, c'est bon pour la santé quand on le fait bien. Donc ça, c'est notre ambition et on veut aller loin là-dessus. Donc, pour le dire grossièrement, on veut prendre le marché de Comme J'aime. Voilà. Et ensuite, du coup, pour ça, la suite en termes de ligne et de production, c'est de continuer à faire évoluer nos équipes, nos brigadiers, et surtout amener nos team leaders et nos managers à pratiquer plus, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas encore dans la démarche Lean, hein, ça fait que 1 an, du coup, juste pour faire une petite parenthèse, parce que Agathe et Christophe nous ont suggéré de faire une petite BD sur notre aventure Lean pendant 1 an, donc elle sera bientôt disponible. Donc ça fait que 1 an, donc nous on est un peu plus sensible à ça, et maintenant le chemin c'est d'arriver à emmener toute la boîte, même si dans la démarche globale ils sont emmenés, mais sur les outils et sur les méthodes, c'est pas encore tout à fait ça. On n'a pas des tableaux 5 colonnes, des bacs rouges, etc. En fait, on a fait le pas inverse. On est reparti de la base, de comment leur offrir le cadre idéal pour bien travailler, pour pouvoir proposer des choses, avant de mettre juste des outils. Voilà. Juste côté gamme produit ou service, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Il y a beaucoup de choses. Toujours de la diversification. Là, on est en train de travailler sur l'aspect santé avec des médecins de Montpellier pour des menus qui améliorent vraiment la santé. Alors, c'est vraiment touchy en France, la santé, mais voilà, des choses qui sont capables d'accompagner des gens sur des vraies problématiques, notamment du diabète, des choses comme ça. On a aussi une application qui va sortir là, la semaine prochaine, pour accompagner les gens, pour leur donner toutes nos recettes, nos menus, pour qu'ils puissent le refaire par eux-mêmes et qu'ils n'aient pas juste le clé en main et après j'arrête, mais vraiment qu'ils aient accès à tout. On a aussi potentiellement un partenariat avec une grosse entreprise pour des paniers à cuisiner, pour faire la première box de plats à cuisiner plus paniers à cuisiner pour le soir, même si je fais mon régime le soir, cuisiner en famille et garder et inclure toute ma famille dans cette démarche de bien manger, de manger plus équilibré. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans les tuyaux. Voilà. Merci. C'est bon pour vous? Merci beaucoup, Romain. Merci. C'est ça.